Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session qui a pour thème Info locale, la bataille du numérique, au cours de laquelle nous allons explorer les raisons qui poussent à proposer une offre locale d'investigation, les différents modèles économiques des médias qui se lancent sur ce créneau, les différentes possibilités d'utiliser le numérique comme levier d'interaction et de relation avec ses publics. Nous le ferons avec Faustine Sternberg, cofondatrice et membre du comité éditorial de Splan. Bonjour. Avec Jacques Transo, cofondateur et directeur de la publication de Médiacité. Bonjour à tous. Avec Gilles Triolier, cofondateur et directeur de la publication du Poulpe. Bonjour à toutes et à tous. Et avec Raphaël Pougon, responsable innovation ouverte et RSE chez Centre France et directeur de la compagnie rotative. Bonjour. Et enfin avec Nathalie Pignard-Chenel, professeure en journalisme numérique à l'université de Neuchâtel, et qui va introduire cette séquence en nous présentant les principaux résultats d'une étude qu'elle a dirigée et qui portait sur la façon dont le numérique est utilisé par les médias locaux au service des liens avec leur public. À vous Nathalie. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là effectivement pour vous présenter quelques résultats d'un projet de recherche. Je vais essayer de faire court parce que je pense qu'il va intéresser, c'est la discussion après avec les panélistes. Mais en quelques mots, donc j'ai dirigé effectivement un projet de recherche qui a associé des chercheurs de France, de Belgique et de Suisse, qui s'appelle Link, et qui visait en fait à comprendre comment les médias locaux dans ces trois zones géographiques essayent de nouer, voire de renouer des liens avec leur public. Et puis, qu'est-ce que permet le numérique là-dedans ? Et l'originalité en fait du projet, c'est qu'on a pendant 2 ans réalisé un recensement d'initiatives qui étaient mises en place par des médias locaux. Donc on en a identifié 550. C'est une base de données qui est accessible librement en ligne. Donc je vous invite à aller y mettre un nez dedans. Ça peut être intéressant et pour des chercheurs, mais aussi pour des personnes qui travaillent dans les médias locaux. Et donc, on a ces 550 initiatives qui donnent un aperçu sur 2 ans de ce que des médias ont pu faire pour essayer de créer en fait, ce lien avec les publics. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est juste essayer de vous donner 5 enseignements de ce travail. Le premier, c'est qu'on a vraiment identifié un intérêt fort de la part des médias locaux pour la question des publics. 550 initiatives sur 2 ans, c'est quand même pas rien. On a 140 médias qui sont recensés, donc ça montre aussi qu'on a une très grande diversité de médias locaux, dans lesquels on a des médias de PQR, mais aussi des médias pure player, des médias plus associatifs, comme on a un aperçu autour de cette table. Et en revanche, ce peut-être d'ailleurs dont on rediscutera ensuite, c'est que beaucoup d'initiatives, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois, ces initiatives, elles sont très intégrées dans les médias et qu'elles sont vraiment portée par un projet global et une visée stratégique. Puis ça, c'est quand même un élément important à avoir en tête. Deuxième enseignement, c'est que quand on pense numérique et puis lien des médias au public, on pense souvent au journalisme participatif. Ça fait peut-être 15 ans qu'on en parle. Et puis, ce que nous a montré, notamment la recherche dans ce domaine, c'est que peut-être le journalisme participatif, ça n'avait pas forcément très bien pris dans les médias. Nous, on a été étonnés de voir dans les initiatives qu'il y a beaucoup d'initiatives qui essayent de faire participer les lecteurs. Des appels à témoignages, des enquêtes participatives, je pense qu'on en reparlera. Pendant la période Covid, ça a été très présent notamment. Et ce qu'on peut voir comme évolution, c'est que c'est plutôt une participation des lecteurs que les journalistes essayent de davantage contrôler, cadrer, justement avec des enquêtes participatives sur des thématiques particulière, donc quelque chose d'un peu plus intégré dans la pratique journalistique. Troisième enseignement, et ça c'est vraiment quelque chose qui est apparu très fortement, notamment dans la période avant Covid, puis là aussi je pense qu'on en reparlera, c'est les efforts des médias pour être plus transparents vis-à-vis de leurs lecteurs, pour expliquer leurs choix éditoriaux, mais plus largement pour expliquer qu'est-ce que c'est que le travail d'un journaliste, qu'est-ce que c'est un média finalement. Donc beaucoup d'initiatives pour ouvrir les portes des médias, faire entrer les lecteurs ou bien aller à leur rencontre sur les territoires,
faire des making-of, etc. Et puis, il y a un point qui nous a frappé, puisque nous, ce qui nous intéressait à la base, c'est comment le numérique, quelle place il joue dans tout ça. C'est que beaucoup de ces initiatives, elles se sont faites en présentiel. Et j'y reviendrai, ça pose aussi question du rapport qu'on entretient avec le numérique dans tout ça. Justement, le numérique, je vous le disais, c'était un peu le point de départ de notre recherche. Évidemment, les médias qu'on a interrogés, parce qu'on a fait aussi des études de cas dans plusieurs médias avec des entretiens, ils nous ont dit que le numérique, c'est hyper important pour nous, pour mieux connaître nos publics, avec toutes les métriques, les datas. Alors, on a beaucoup de datas, après, c'est peut-être plus compliqué de les exploiter, mais en tout cas, ça permet de mieux connaître les publics. Ça permet de toucher des nouvelles audiences. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Des médias locaux qui nous expliquaient qu'en fait, ils pouvaient toucher au-delà de leur territoire de diffusion naturelle des personnes qui, malgré tout, sont intéressées par un sujet local ou bien un sujet local qui résonne avec une problématique plus nationale, par exemple. Et puis, ça permet de créer du lien, de fédérer des communautés. Et puis là, évidemment, les plateformes, Facebook et autres, elles ont un rôle important. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que malgré tout, le contact en direct, les échanges, les débats, les cafés lecteurs, tous ces types d'initiatives en présentiel, c'était également quelque chose qui était très important, central, en tout cas avant le Covid. Évidemment, le Covid a un peu rebattu les cartes. Puis il y a un point aussi par rapport au numérique, peut-être qu'on y reviendra, qui me semble important, c'est la question de la dépendance aux plateformes. On voit de plus en plus des médias locaux qui réfléchissent à comment créer leurs propres outils, leurs propres bases de données, pour justement éviter d'être dans une trop grande dépendance à l'égard des plateformes comme Facebook et autres. Et puis le dernier point, puisque je me suis engagée à ne pas faire trop long, qui me semble assez intéressant à pointer, c'est un mouvement qu'on commence à voir apparaître, qu'on appelle dans la recherche, puis aussi dans le monde des médias, un journalisme d'engagement, qui n'est pas un journalisme engagé. Donc je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Ce n'est pas un journalisme politique, ce n'est pas l'idée que les médias vont absolument défendre des idées politiques, mais qui vont s'engager sur un territoire, auprès de leurs lecteurs, auprès de communautés, et je pense qu'on y reviendra, avec cette idée que les médias vont être beaucoup plus à l'écoute de leur public, vont les faire davantage participer au projet éditorial. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça pose peut-être la question du rôle des médias locaux, qui est peut-être en train d'un peu évoluer. Ce n'est pas complètement nouveau, hein. Le public journalism, ça existe depuis les années 70 aux États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est né dans les années 70-80 aux États-Unis. Il y a un peu des racines là de ce mouvement qu'on peut voir. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, et puis ça a été dit en introduction, c'est que ça pose aussi une question nouvelle, qui est celle du business model, de la viabilité des médias locaux. Ce qu'on nous dit parfois, c'est l'engagement des publics, c'est bien beau, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ça permet de faire vivre un média? Et aujourd'hui, il y a des pistes autour de nouveaux modèles d'affaires, comme le membership, comme le crowdfunding, etc., qui permettent peut-être d'ouvrir de nouvelles possibilités. Voilà, en quelques minutes, ce que je pouvais vous dire de quelques résultats de notre projet de recherche, en espérant que ça permette d'ouvrir sur des questions. Merci beaucoup Nathalie, je pense que c'est des questions qui vont traverser nos échanges. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien, comme peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément chacun des médias, que vous preniez vraiment en quelques mots, que chacun puisse présenter vraiment son média, enfin son offre éditoriale, ce que son média propose, et pourquoi est-ce que vous faites ça. Jacques, est-ce que vous voulez commencer? Médiacité, oui, Médiacité, voilà, faites bientôt c'est 5 ans, c'est ça? Ça fait bientôt 5 ans que Médiacité a été lancé à Lille. Donc on est un média d'investigation locale, multiville. On s'est créé donc à Lille, puis après on a dupliqué à Lyon, Toulouse et Nantes. Donc c'est un média métropolitain en quelque sorte, multimétropolitain, sur abonnement. Et comme on m'a demandé d'être court, j'en reste là pour la première prise de parole. Et pourquoi, juste rajouter, pourquoi un média d'investigation sur un terrain où il y a déjà si vous m'emmenez sur ce terrain-là, ça va être plus long. En une phrase pour teaser. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on pense profondément qu'il y a un besoin, ou en tout cas on essaye de le créer, parce qu'on est un métier d'offre, donc de prescription, et on pense qu'il y a un besoin et une utilité sociale, une utilité démocratique à avoir de l'enquête et de l'investigation en région. Et vous pouvez aisément devinez pourquoi. C'est que le panorama médiatique, en fait, il est assez pauvre en région. Il y a peu d'acteurs. L'essentiel des médias sont concentrés à Paris.
Et puis c'est avant tout des quotidiens, grand public, tout azimut généraliste. Et donc quelque part, on peut offrir quelque chose de différent qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est de l'enquête, de l'investigation, pour que le public comprenne sa ville de l'intérieur. Merci. Gilles Triolier, donc cofondateur du média Le Poulpe. Donc sur le même modèle que Médiacité, on est aussi un média d'investigation en région, un pure player sur Internet, uniquement sur abonnement. On couvre les 5 départements normands, donc ville et campagne. On s'est lancé en mai 2019, on a un petit peu plus de 2 ans. Et nous, c'est né d'une frustration en tant que journaliste en PQR pendant X années, et citoyen aussi normand, qui ne lisait pas les articles qu'il avait envie de lire, tout simplement. Donc on s'est dit, faisons-les. Donc, notamment de l'enquête politico-économique. C'est notre cœur de métier. Faustine ? Oui, alors nous, Splan, donc ONG d'enquête journalistique, créée en Bretagne en 2020. On publie des enquêtes qui sont en français et en breton. Et donc on est une association qui sommes financés par un crowdfunding. Alors nous, notre création aussi, elle est aussi née d'une frustration. Le sentiment d'un manque en fait, d'enquête en Bretagne, et surtout sur des sujets comme l'agroalimentaire, l'environnement. Ces problématiques étaient finalement pas assez traitées sous l'angle de l'investigation. Voilà. Raphaël, alors vous êtes dans une position directement... Alors c'est ça, moi je travaille dans un groupe média qui s'appelle le groupe Centre-France, La Montagne, et qui a plusieurs titres de presse quotidienne régionale et les sites web qui vont avec. Et je m'occupe moi d'accompagner à la fois les vieux médias comme La Montagne et autres qui sont installés depuis longtemps, et des jeunes médias grâce à un parcours d'incubation sur les questions de transition notamment. Voilà, et puis la casquette RSE pour le groupe. Et donc voilà, nous la volonté c'est d'accompagner justement ces mutations qui sont nécessaires et comprendre les nouveaux enjeux, les nouveaux besoins du public et comment le numérique peut servir aussi à ces transformations-là, voilà, au service d'une plus grande proximité, parce qu'on se dit média de proximité, mais finalement elle s'est pas mal étiolée et on a encore beaucoup de choses à revoir et à retisser localement et avec une plus grande diversité de médias parce que c'est indispensable. On va tout de suite poser la question qui fâche, la question du marché, du business model. Jacques, c'est vous qui avez le plus de recul sur ça, donc avec Médiacité qui a bientôt 5 ans. Est-ce qu'il y a un marché pour ce type d'offre ? Eh bien, je ne le sais pas. Mais c'est pas grave, on essaye de le créer. Parce qu'il y a un bel enjeu, et comme je le disais précédemment, le journalisme, c'est un métier d'offre. C'est-à-dire que s'il y a des professionnels de l'information, c'est qu'ils sont censés pouvoir aiguiller le public sur ce qui compte, parce qu'on baigne dans l'information. Donc il ne faut pas avoir des œillères, il faut écouter son public, ça a été dit, le participatif. Il faut travailler une relation beaucoup plus étroite avec son public, mais le public ne sait pas exactement dans quelle direction aller, et donc il a quelque part besoin, je pense, d'avoir confiance. Il l'a perdu, mais il aurait besoin d'avoir confiance en des professionnels qui roulent que pour eux, que pour le public, qui sont des médias indépendants et qui peuvent dire, tiens, ami lecteur, regarde dans cette direction, on t'a trouvé une pépite, ça va être vachement intéressant pour toi, tu vas mieux comprendre ta ville, tu vas comprendre les vrais enjeux. Okay, donc, y a-t-il un marché ? Je ne le sais pas, on fait tout pour y arriver, c'est dur, donc c'est de l'abonnement. Et en fait, on pourrait résumer en 3 grands défis. L'intitulé de cette conférence, c'est la bataille du numérique. On se disait avant de rentrer dans cette salle, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? La bataille du numérique, nous, notre motivation, c'est pas de se battre par rapport aux grands journaux de presse quotidienne régionale. La bataille du numérique, si on voulait la résumer en 3 mots, je pense que déjà c'est la bataille de la gratuité versus le payant. Parce que nous, on a la prétention de vivre de notre métier. Et donc, quelque part, la gratuité, pour nous et pour l'investigation, ça ne passe pas. Donc, il faut forcément en venir au payant. Or, dans le monde du numérique, on est encore majoritairement dans l'idée que c'est gratuit, parce que la plupart des informations vous arrivent toutes cuites, gratuitement. Donc ça, c'est vraiment le premier défi. Le deuxième défi, c'est la technicité, parce qu'en fait, c'est un métier hyper technique. C'est-à-dire que nous, on s'arrache les cheveux avec des systèmes de paiement défaillants, avec des bugs informatiques, et c'est pas notre métier, on est des journalistes, donc on est obligé d'investir beaucoup dans l'informatique pour que ça marche, parce que le client, il est hyper exigeant.
Et le troisième défi, et c'est sans doute le plus redoutable, hein, c'est le défi de l'attention. Parce qu'on n'a tous que 24 heures dans une journée, et nous, on essaye de vous capter. À Médiacité, c'est à peu près 15 minutes de temps de lecture par semaine et par ville. Donc on essaie de capter ce temps de cerveau humain disponible pour lire des pépites, pour lire des enquêtes, pour lire des choses avec de la valeur ajoutée. Et on doit se battre contre des gens qui proposent d'autres activités, de la distraction, des vidéos, des jeux, et on se base sur le même terrain qu'eux, hein, sur le même espace-temps. Et cette bataille de l'attention, elle est redoutable, parce que nous, on s'adresse au cerveau et pas aux émotions, et c'est beaucoup plus facile de scotcher quelqu'un sur des émotions que sur de l'intelligence. Ok, et là, pour l'instant, vous avez à combien d'abonnés est-ce que vous vous situez, et quel serait le point d'équilibre pour vous? Et la question s'adresse également à Gilles. Ça fait, nous, donc, bientôt 5 ans. On est à 4500, enfin ça évolue tous les jours puisqu'on est en grande campagne d'abonnements. Et donc on a franchi les 5000. Mais il nous en faudrait 8000 pour arriver à l'équilibre. Donc vous voyez, le chemin est encore long. Même chose, nous on est au milieu du gué environ. On a un peu plus de 1000 abonnés. Et arrondissons à 2000 pour asseoir une pérennité économique sur le long terme. Donc on est assez confiant quand même, parce qu'en 2 ans, voilà, on est un peu plus de 1000 abonnés, on est dans les temps par rapport à notre prévisionnel. Je reviens sur la question initiale, sur est-ce qu'il y a-t-il un marché? On le pense, mais il est restreint par nature. On sait qu'avec le type d'info qu'on propose, on est quand même sur un média de niche, on n'est pas sur de l'info généraliste, on s'adresse à un public qui veut aller plus loin, qui veut fouiller, qui veut lire de l'enquête fouillée. Donc on sait très bien qu'on n'aura jamais 100 000 abonnés sur la Normandie. Donc marché restreint, difficile de trouver sa place. Elle est petite, mais on pense qu'on va réussir quand même à se poser sur un coin du strapontin et que ça pourra le faire à la sortie. Et je voudrais rebondir sur un mot prononcé par Jacques tout à l'heure, le mot de gratuité. Si on prend donc l'information à un coût, à un prix, combien coûte une enquête, voilà, banalement, de façon très concrète? Ça dépend complètement, voilà, de la charge de travail qu'a accompli le journaliste qui a bossé pour nous pour réaliser l'enquête. Nous, on s'est aligné sur les tarifs à la pige de la presse nationale. Donc voilà, on varie, on est un peu plus 70, on peut aller jusqu'à 90 €, on paye en bulletin de salaire. Enfin, on s'est calqué là-dessus parce qu'on demande aux journalistes qui bossent pour nous pas mal de boulot et la recherche d'infos est compliquée. Donc il faut qu'il y ait une carotte financière aussi à la sortie. Et pour les enquêtes qui prennent X mois, là on ne paye plus à la pige, on paye plus au feuillet, mais on donne une enveloppe qui peut se rapprocher d'un salaire global parce qu'on estime que quelqu'un qui a bossé 4, 5, 6 mois sur des sujets qui sont plus touchy, où on s'engage, où c'est compliqué, ça mérite autre chose que 500 € à la fin en une pige, quoi. Donc, après, on essaie de s'adapter à l'aune de nos moyens financiers aussi. On préfère acheter moins d'enquêtes et payer mieux. Voilà, avoir une plus-value à la sortie qui est plus importante. Vous direz pareil, donc même logique du forfait, puisque c'est un peu idiot de compter qu'un signe vaut un signe, ça dépend beaucoup des sujets. Donc on va faire une moyenne, hein, si vous voulez, c'est à peu près 500 € pour une enquête, avec les charges, ça monte à quasiment 900, soit 15 abonnés, voilà, pour une enquête. Okay. Et du côté de Splend, vous me disiez, Faustine, que la première enquête que vous avez publiée sur l'ammoniac, la pollution à l'ammoniac, avait coûté... plus de 30 000 €. Oui, nous, notre première enquête, c'était 20 000 €. On n'a pas du tout le même fonctionnement parce que on va salarier une journaliste ou un journaliste pour toute l'enquête. Donc là, par exemple, c'était une journaliste qui a travaillé pendant 5 mois à mi-temps. Après, il y a d'autres dépenses que ce salaire-là, puisque bien sûr, il y a d'autres besoins qui peuvent être la photographie, par exemple. Et puis, pour revenir du coup sur la gratuité, nous, nos enquêtes, l'objectif, c'est qu'elles soient accessibles au plus de monde possible de manière gratuite, grâce à la diffusion auprès de partenaires. Donc, c'est vrai que c'est pas la même approche, mais il faut voir aussi qu'on est une association. On défend vraiment le principe d'une information comme un bien commun. Donc, on est non lucratif. Ça nous permet aussi disons que le statut associatif nous permet aussi de travailler de manière bénévole. Moi, je fais partie du comité éditorial. C'est bénévole. C'est beaucoup d'heures de travail. En fait, c'est ça qui nous permet aussi de proposer des enquêtes à un coût qui est réduit, hein, parce que le coût d'une enquête, c'est énorme.
Et donc, du coup, ce coût-là, il est intégré aussi dans le budget. Et on a pu financer ces enquêtes grâce au financement participatif. On a recueilli 85 000 euros. Et finalement, en créant ce financement participatif, on a créé tout de suite une communauté autour de nous et des lecteurs qui, finalement, en finançant notre travail, s'engagent aussi à lire nos enquêtes. Parce que ça crée une relation. Et ça crée aussi un engagement de notre part, parce que dès le début, on a une communauté auquel on veut répondre, et on a senti dès le début un énorme besoin, et c'est ça qui aussi nous pousse à nous engager, nous, en tant que journalistes. Et pour compléter la question précédente sur est-ce qu'il existe un marché, vous avez donc une particularité que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est que vous proposez également une version en breton. Oui. Est-ce que c'était une demande du public? Est-ce que c'était un parti pris oui, de la rédaction? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? En Bretagne, il y a toute une communauté qui parle breton, qui ont du mal à trouver des produits, en fait, des enquêtes ou des articles de qualité dans leur langue. Et bien sûr, ils sont en demande, ils sont énormément en demande. Et toute cette communauté, en fait, elle nous a énormément suivis et soutenus. Et ça a été un relais fabuleux pour nous. On publie une partie nos enquêtes ont été publiées en partie chez des médias bretons. Donc dans tout le réseau de radio bretonne qui est assez développé en Bretagne et dans un journal comme Le Peuple Breton. Et sur votre modèle, donc on a bien compris que c'est pas sur abonnement, ce sont des dons de soutien. Est-ce que vous pensez que les gens seront volontaires pour donner plusieurs fois, pour vous accompagner? C'est tout l'enjeu pour notre ONG. En fait, c'est de développer les dons mensuels. Alors on a déjà une partie de dons mensuels, on reçoit 800 € par mois de dons mensuels. Et c'est vraiment finalement d'encourager nos lecteurs à effectivement nous soutenir mensuellement pour pouvoir continuer dans le temps à vivre et à créer des enquêtes. Après, nous, de toute façon, on le dit, notre existence, elle est liée en tout point aux lecteurs. Si eux, ils souhaitent continuer l'aventure avec nous, on pourra la continuer et sinon, elle s'arrêtera là. Finalement, à partir du moment où on rencontre notre public, on peut continuer à exister. Et tous les trois, vous êtes sans publicité. Ouais. Ça vous semblait inenvisageable? Rédhibitoire, voilà. Par rapport au type de sujet qu'on veut traiter. Si on commence à avoir des liens économiques avec X ou Y annonceurs sur la région, après c'est impossible de bosser sur ces sujets. En tout cas, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est d'ailleurs dans ce schéma qui est englué la PQR depuis des décennies et qu'on veut éviter en usant de ce modèle-là. Donc uniquement de l'abonnement pour nous de notre côté, au Poulpe. Et une petite partie donc qu'on aimerait développer. Pour l'instant, elle est en friche, mais qu'on aimerait associer. Mais bon, ça reste très marginal. On est vraiment, nous, axés sur l'abonnement qui permet on est responsable uniquement devant nos lecteurs et c'est un souci en moins. La publicité n'est pas mauvaise en soi, mais elle induit un doute chez certains lecteurs qu'on se fait acheter par la publicité. Après, elle émousse sans doute notre incisivité, notre caractère plus incisif du journalisme, mais on ne veut pas induire le doute. On veut montrer clairement qu'on ne travaille que pour nos lecteurs. Donc c'est l'indépendance pure et dure, la plus pure possible. Donc c'est pour ça qu'on a tourné le dos. Et à supposer qu'on en cherche, je pense qu'on n'en aurait pas trouvé beaucoup, parce que les annonceurs, ils veulent un environnement porteur. Et nous, on n'est pas très porteur. Et nous, à préciser qu'on n'est pas un média. On s'appuie vraiment sur d'autres médias pour diffuser nos enquêtes. Donc du coup, on n'a même pas un support finalement. Certes, on a un site internet où on publie notre enquête, mais c'est presque secondaire. Et après, de toute façon, effectivement, en Bretagne tout particulièrement, il y a quand même une problématique vis-à-vis de l'agroalimentaire qui est très puissante. Par exemple, pour nous, c'était inenvisageable d'avoir de la publicité de ce secteur, puisque c'est un de nos objectifs d'enquêter sur ce secteur. Je me tourne vers Raphaël maintenant pour vous poser à votre tour la question du marché. Est-ce qu'il y a un marché de médias locaux à accompagner, à conseiller? Combien de projets est-ce que vous accompagnez, vous incubez, vous conseillez? Alors nous, on accompagne un certain nombre de projets depuis maintenant 2018, les premiers qu'on a accompagnés, de différentes
sortes, différents types, différents formats et différents modèles. L'extraordinaire richesse, et j'ai encore pu la voir il n'y a pas longtemps, j'étais au festival avec Jacques aussi, festival de l'info locale à Nantes, et où on voyait la pluralité de tous ces porteurs de projets, de tous ces nouveaux médias qui se lançaient, et qui en fait, il y avait quasiment autant de modèles que de médias qui se lançaient. Je pense par exemple aux Autres Possibles, qui est un média papier, qui est imprimé à Nantes et qui lui travaille autour de la vente, mais également d'autres activités, notamment des chantiers d'éducation aux médias, par exemple, qui leur permettent de financer une partie de leurs activités, ou un autre média parisien qui s'appelle Hors Périph, qui est un média vidéo qui vise à mettre en avant des porteurs de solutions positives dans les quartiers, et qui, lui, travaille en étant un studio de production pour d'autres, en respect avec les valeurs qu'il porte aussi dans son média. Donc, ou encore les Others, qui est un très beau média qui n'est pas un média local, mais qui travaille avec le local et les territoires, et qui, là, par exemple, a lancé une mécanique de crowdfunding parce qu'il fait une carte d'expérience à vivre en autonomie sur les territoires, etc. Et il a levé, je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros. Enfin, voilà, il y a des mécaniques aujourd'hui qui sont très hybrides et qui sont entièrement à découvrir. Donc, un marché, je ne dirais pas qu'il y a un marché, je dirais qu'il y a des marchés, en fait. Et même l'enjeu des médias, des vieux médias comme les nôtres, sont aussi de s'interroger sur notre place sur ces marchés-là, et de penser aussi que la seule mécanique très traditionnelle qu'on pouvait avoir, et des audiences de marche, elle ne marche plus, elle ne fonctionne plus. J'entendais Nathalie qui parlait des mécaniques d'engagement aujourd'hui qui sont nécessaires, et le numérique est un des leviers de l'engagement. Tu disais, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière? C'était rigolo parce que tout à l'heure, il y avait une table ronde ici qui évoquait justement les nouveaux modèles économiques des médias, et qui disait que, notamment pour les médias installés, les vieux médias, on n'est plus dans des logiques d'audience. Aujourd'hui, nous, on ne fait plus la chasse à l'audience. Enfin, ça, c'est des consignes très claires qui sont passées. On ne fait pas la chasse à l'audience. C'est pas l'objectif. En revanche, c'est travailler l'engagement qu'on va avoir avec nos lecteurs. Donc, ça passe par des mécaniques, du premium, et puis des services qu'on offre derrière en plus, et une autre relation aussi avec le numérique, grâce au numérique, notamment avec nos lecteurs. Et voilà, donc tout un tas de choses qui font qu'il faut qu'on se repositionne aussi, qu'on se re-questionne, qu'on se remette en question de manière permanente et liquide, puisque c'est cette société dans laquelle on vit. Et la démarche dont parlait tout à l'heure Nathalie, de journalisme d'engagement, ou de journalisme d'impact, ou d'intervention, enfin, quelle que soit la formule, mais est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez dans les médias que vous suivez? Pour rebondir sur ce que disait Faustine, c'est une mécanique qui s'adresse, enfin qu'on soit média ou investigateur, ONG, on s'adresse à une communauté, on va s'adresser à des gens en particulier. Ces médias qui se lancent sont plus sur des audiences de masse ou des médias de masse, mais on travaille sur des communautés particulières. Donc on ne peut pas juste proposer n'importe quoi à ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faut échanger avec eux, même en amont de sortir les éditions. Les mécanismes du crowdfunding, c'est en ça qu'ils sont très, très puissants. C'est qu'au-delà de permettre de lever un peu d'argent, le levier principal, il est le levier de tester son produit, et le numérique permet ça, de tester son produit ou son offre éditoriale en amont, et d'échanger avec les gens avec lesquels on veut, avant même de lancer son média. Je prends l'exemple aussi de Pays, qui est un média papier qui se lance, le papier de l'avenir, j'y crois très fort. Le Pays est un média papier qui est très beau, qui est écrit, qui a été lancé à Saint-Malo, là, qui vise des territoires en particulier à chaque numéro, qui est financé par du crowdfunding, et pour lequel les équipes de Pays travaillent beaucoup en amont avec des journalistes locaux à chaque fois sur le territoire sur lequel ils vont enquêter, des photographes, des illustrateurs, et les gens qui sont localement sur ces territoires pour échanger avec eux. Et c'est eux, ces gens qui sont sur le territoire, qui vont acheter en amont ce truc-là. Donc on est vraiment dans une mécanique de communauté, une mécanique communautaire et d'engagement auprès de cette communauté. Et effectivement, le fait du crowdfunding et encore plus du tipping, le fait de soutenir tous les mois, c'est vraiment engageant. Enfin, c'est un truc qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas juste un blanc-seing. Et voilà, ces mécaniques-là, elles sont vachement plus engageantes que plein d'autres modèles. Donc, Jacques, Gilles, Faustine, cette mécanique de communauté, vous l'aviez dès le départ en lançant une opération de crowdfunding au départ ou... Moi, je dirais qu'elle s'exprime encore plus pour nous aujourd'hui, parce qu'en fait, tu parlais de la relation en amont. On a reçu énormément d'alertes, de mails pour nous alerter en fait sur des sujets beaucoup liés à l'environnement.
Donc, nous, notre second sujet d'enquête, il est lié avec une lanceuse d'alerte qui nous a contactés. Et donc, finalement, la relation, elle se traduit autant dans la lecture, dans les soutiens financiers, mais aussi, finalement, on a vraiment besoin qu'on nous apporte des informations. Parce que, justement, c'est les citoyens, c'est les habitants du territoire qui sont aux premières loges. Donc oui, la relation à notre communauté, elle s'exprime à ce niveau-là. Et vous les avez reçues, toutes ces idées, ces alertes, vous les avez reçues dès le lancement quasiment de votre média ou à la suite de la publication de la première enquête? Alors dès le lancement, on a reçu des alertes, mais elles ont été multipliées après la publication de la première enquête. Il y en a eu beaucoup plus. Ouais. Et vous, Gilles? Nous, sur les deux facettes de l'engagement, donc d'un côté l'engagement économique, on a fait une campagne de financement participatif à l'origine qui nous a permis de partir avec une petite base d'abonnés, et restreinte, mais c'était mieux que rien. On propose aussi un prix à l'abonnement solidaire, ce qu'on a appelé solidaire, c'est-à-dire que l'abonné au-dessous d'un seuil minimum peut choisir lui-même le prix qu'il veut payer par mois. Donc voilà, celui qui décide de nous payer plus que le tarif minimum, c'est déjà une belle preuve d'engagement et de soutien à ce niveau-là. Et sinon, au niveau éditorial, on a une rubrique sur le site qui s'appelle Lanceur d'alerte et qui fonctionne correctement, où voilà, toute personne de façon anonyme et sécurisée, on ne sait pas qui nous envoie l'information ou les documents, peut nous aiguiller et nous lancer sur un sujet. Donc on n'est pas dans le journalisme participatif stricto sensu, dans le sens où il ne nous accompagne pas par la suite, mais en tout cas, l'amorce du sujet peut venir d'un lecteur anonyme. Donc voilà, et ça a fonctionné sur plusieurs grosses enquêtes. Donc voilà, il y a de l'engagement à la fois éditorial qu'on va chercher à ce niveau-là, et de l'engagement éco avec du soutien financier. Voilà. Jacques, vous me disiez que sur ces remontées un petit peu d'informations, propositions de sujets, etc., que vous aviez réussi à crowdsourcer, entre guillemets, un petit peu l'expertise sur certains sujets. Vous aviez repéré des experts comme ça dans votre communauté de lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Déjà, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de journal sans communauté autour, et que pour travailler sa communauté, il faut travailler avec elle. Il faut vraiment faire avec elle. C'est essentiel pour qu'elle nous suive, pour qu'elle soit fidèle, pour qu'elle croie en nous. Et donc, travailler, ça veut dire effectivement du crowdsourcing. Donc, dans l'idéal, nos abonnés peuvent tous devenir des experts en puissance sur des sujets d'enquête qu'on sollicite à façon ou qui nous alertent. Donc on a également les mêmes outils que ceux qui ont été exposés, mais comme on est au service de nos lecteurs, bien, il faut trouver les canaux pour que ça remonte et pour qu'on échange. Et ça, c'est fondamental et c'est notre meilleure issue. Nous, on a recruté quelqu'un qui s'appelle, en bon français, un engage editor, qui ne fait que ça. Il ne fait que entretenir la communauté. Et la communauté, elle va au-delà des seuls lecteurs et des seuls abonnés. Elle va aussi auprès des actionnaires, parce qu'on a monté un système de gouvernance qui est très singulier, puisqu'on a plus de 150 actionnaires au total, entre les sociétaires qui sont membres de la Société des Amis et les actionnaires qui sont au conseil d'administration. Donc vous comprenez bien qu'il y a une dimension populaire du journalisme d'investigation, parce qu'on fait un métier d'utilité publique. Simplement, on a choisi un modèle payant parce qu'on veut en vivre et qu'on pense que c'est très fragile de ne reposer que sur la base du don. Donc je souhaite plein succès à ce plan, mais c'est 1, 2, 3 enquêtes par an. Nous, on est à plus de 2500 enquêtes depuis l'origine. Donc on est vraiment dans une optique de journal qui propose régulièrement des enquêtes et des investigations à ses lecteurs. Et sur l'identification d'experts, vous m'aviez parlé d'une enquête sur l'alimentation, pour laquelle vous aviez identifié comme ça une vingtaine d'experts, je crois. Oui. Alors ça, comment vous avez fait pour les... Ouais. Voilà, pour les repérer. C'est très poussé, on a poussé la logique la plus loin possible, et le mieux c'est que vous alliez voir, puisque on a parlé de transparence, on a une rubrique qui est une sorte de blog en accès libre qui s'appelle La Fabrique, et on explique la méthodologie. Et là, on a été très très loin, on a commencé par un questionnaire, on a eu 515 retours autour du thème de l'alimentation. Comment se nourrir dans nos villes en 2021. Sur la base de ces 515 questionnaires, on a essayé de trier, de catégoriser, et après on a repéré des experts, soit proposés par les lecteurs, soit qu'on connaissait. On les a réunis à 5 reprises en réunion Zoom, à chaque fois 1 heure, mêlés avec des journalistes qui seraient missionnés sur les enquêtes. On a défini les angles et ça donne lieu à une enquête contributive d'une 30aine d'articles. C'est en cours d'ailleurs. Moi je trouve ça très original comme approche. On s'est nourri
de ces échanges pour trouver des sujets à des angles originaux. Et donc ça donne cette série d'enquêtes contributives. Il y a une autre expérience assez, je trouve assez intéressante qui avait été menée par Centre France lors des dernières municipales avec un chatbot, Bonjour Marianne, qui avait été lancé voilà, pour informer. Et puis finalement, l'outil a été un peu réemployé au début de la pandémie de Covid. Raphaël, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots un petit peu de quoi il s'agit, les leçons que vous tirez de cet outil? Donc, alors très rapidement, Messenger. Ouais, voilà, c'était sur Messenger. Donc les gens, ça nous permet, on écrivait des histoires directement sur Messenger, c'est-à-dire avec d'autres canaux, d'autres codes narratifs aussi, d'autres manières d'écrire auprès d'une autre audience aussi, parce que c'était pas la même audience que celle qu'on a touchée. Est-ce que vous visiez quelqu'un au départ? Non, pas forcément. Si, on avait fait des personas, mais on avait fait cette démarche-là. Mais après, ça a été très organique. Et puis de toute façon, c'était sur des sujets, les élections municipales en local. Bon, voilà, on n'est pas très surpris de voir sur qui on tombe. Mais justement, ça nous a amené d'abord de nouvelles audiences, de nouvelles manières d'interagir avec elles. Donc, on a fait monter les équipes aussi en compétences sur des outils, des manières de faire, puisqu'on a bossé avec donc une start-up qui avait été incubée à la compagnie rotative, dont je m'occupe. Et donc, avec eux, ça a permis de ramener aussi d'autres gens, puisque c'était interactif, c'est-à-dire les gens pouvaient faire remonter, participer, donner des infos, choisir des sujets, etc. Donc il y avait une vraie mécanique interactive avec cet outil-là. Et donc ça nous a permis encore une fois de développer une autre interaction. Et je rebondis sur ce que disait Jacques. On a à La Montagne depuis 2 ans maintenant un RadChef en charge de l'engagement aussi, qui travaille sur ces questions-là typiquement. Et sur ces conférences participatives, on avait fait aussi en mode ce qu'on appelle le journaliste de solution, c'est-à-dire qui vise à apporter un journalisme non seulement pas sur le problème, mais aussi d'identifier, d'analyser, de hiérarchiser les solutions et de les analyser. On avait fait des conférences participatives sous forme de World Café avec des lecteurs et des journalistes qui étaient aux mêmes tables. On identifiait des problématiques et on faisait émerger tous ensemble des pistes de solutions qu'après les journalistes aller investiguer, etc. Donc ces mécaniques de l'engagement, le numérique est un des outils qui permet de les développer et de les explorer, mais ça suffit pas. Effectivement, derrière le lien et la présence en hyper proximité, il n'y a pas de plus grande proximité que la proximité physique, est indispensable en fait. C'est des chevilles qui doivent fonctionner ensemble. Pour vous, les leviers numériques et physiques justement sont complémentaires pour tous, ou est-ce que... Oui, complètement. Nous, par exemple, on organise pas mal de rencontres publiques. On participe aussi justement à des festivals parce que c'est important de pouvoir échanger et de pouvoir effectivement rencontrer en physique. Enfin, le numérique, c'est complémentaire, bien sûr, mais c'est finalement c'est un des outils à disposition qui ne remplacera jamais le physique. Je pense la même chose, même si de notre côté, par la faiblesse de nos moyens, on privilégie le numérique parce qu'il y a une facilité d'utilisation et de rapidité et de coût. Mais effectivement, on sent bien que les rencontres physiques permettent autre chose, de toucher directement les gens. Maintenant, voilà, comme on n'est que 2, nous, dans notre structure, voilà, c'est encore un dossier sur lequel on doit bosser parce que ça prend du temps, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, mais plus bénéfique à la sortie. D'accord. Merci beaucoup. On doit rendre l'antenne. Merci beaucoup. Merci.